Cleveland arrache la victoire dans le match 3, victoire synonyme de quasi-qualification pour les finales de conférence. Jamais dans l'histoire une équipe n'est revenue d'un déficit de 3 victoires à 0. Ce succès s'est dessiné au tout début du quatrième quart-temps, où les Cavs ont passé un 17-1, une séquence très intéressante où on a vu toutes les forces et toutes les faiblesses de cette équipe de Toronto face à Cleveland, comme on l'avait exposé dans notre vidéo d'analyse de la série. Je vous propose de revenir sur ces 5 minutes qui ont décidé du sort de cette série. DeRozan n'aura rien pu faire. Et Toronto, une nouvelle fois, toujours emmené par Dwayne Casey, aura montré un bilan en saison régulière relativement satisfaisant avant d'afficher toutes ses limites en play-off. Il reste 11 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps et les deux équipes sont au coude à coude. Côté Cavs, on a mis sur le terrain le 5 que j'ai qualifié le 5 avec le meilleur QI basket de l'équipe. Williams, Korver, Schumpert, James en 4 et puis en pivot, Thompson, Fry ou Kevin Love. C'est la structure où les Cavs effectivement produisent le plus de basketologie. Démarquage pour Korver, Ibaka en couverture sort sur lui alors que Powell était bien resté au contact. Derrière, Thompson récupère le ballon au poste bas, belle passe de Korver. Inexplicablement, Ibaka ne vient pas doubler. Ils auraient pu trapper ici en bas sur Thompson. Il préfère aller couvrir dans le corner et l'intérieur de Cleveland en profite, panier avec la faute. Petite séquence en weave côté Raptors. Et Powell va jaillir de la séquence en attaquant le cercle dans l'intervalle, mais très bonne défense des Cavs et ballon perdu. Montée de balle pour les Cavs, LeBron James côté droit, Williams vient poser un écran sur lui, la défense des Raptors ne change pas. Derrière on va repasser par Williams qui depuis la même position va bénéficier d'un écran de Thompson, mais voyez Ibaka, il est très bas, il est en protection du panier, ne peut donc pas sortir sur Williams qui, jaillissant de l'écran, peut déclencher à mi-distance sur un tir complètement ouvert. Ibaka est à 2 mètres et évidemment le meneur de Cleveland sanctionne. On voit très bien qu'Ibaka est très loin et que c'est un tir à mi-distance complètement ouvert. Montée de balle pour Toronto, Tucker va aller poser un écran descendant sur Ibaka qui monte à son tour poser un écran, mais voyez que l'écran est très mal posé. Williams peut tranquillement contourner. Derrière, on retrouve Ibaka et sur un end-off, DeRozan jaillit beaucoup trop haut. Résultat, la défense de Cleveland peut encore très bien contester la séquence. Impossible de déborder en drive Schumpert. Dans la continuité, replacement d'Ibaka qui vient poser un nouvel écran, mais une nouvelle fois mal posé. Deux défenseurs des Cavs qui sont prêts à jaillir sur DeRozan. Ils préfèrent retransférer côté droit et on est en fin de possession. Nouvel écran d'Ibaka, une nouvelle fois mal posé. Il commence à ouvrir vers le cercle alors que Joseph n'est pas encore sorti de l'écran. Derrière on a bien changé côté Cavs et on arrache un stop défensif. Dans la continuité, Cleveland pose mi-terrain avec une même séquence que tout à l'heure. Un Williams qui est sur le côté droit, ballon perdu, contre-attaque des Raptors et excellente intervention de Korver qui commet la faute mais non sifflée par les arbitres. Nouveau stop des Cavs. Remise en jeu pour les Raptors et après une séquence de rodéo qui aurait fait honneur à n'importe quelle équipe NBA du Texas, Toronto va se retrouver sur la ligne des lancers pour un lancer franc parce que la faute a été commise avant la remise en jeu, c'est la règle. Un lancer pour les Raptors et ce point inscrit par DeRozan sera le seul point de Toronto sur toute la séquence. Remise en jeu pour les Raptors, DeRozan sort d'une séquence en écran descendant de Ibaka, pose le dribble, va attaquer le cercle, élévation mais très bonne défense de Schumpert. Il n'a pas vu que Powell était tout seul à 3 points dans le corner, il préfère repasser par Ibaka du même côté. Ibaka qui décide d'aller attaquer dans la raquette alors qu'il y a 4 défenseurs des Cavs en train de protéger le panier. Powell est toujours tout seul dans le corner et fade away très compliqué. Nouveau stop des Cavs qui après leur rebond défensif essaye d'accélérer un petit peu dans une séquence de transition. Écran sur LeBron James, Ibaka est toujours trop bas sur les écrans. Résultat, James peut prendre de la vitesse, accélérer dans l'intervalle et aller provoquer la faute sur l'attaque du cercle. LeBron James inscrit ses 2 lancers francs, montée de balle pour les Raptors. On retrouve cette séquence avec l'écran descendant pour DeRozan qui remonte. Cette fois-ci, il ne vient pas poser un écran, se présente
au poste haut. Voyez comment la défense de Cleveland surcharge la raquette et c'est exactement ce que je vous expliquais dans ma vidéo de preview. Face à cette équipe des Raptors qui est extrêmement pauvre en mouvement sans ballon, et bien on surcharge la raquette. DeRozan ne transfère pas vers des coéquipiers qui seraient tout seuls dans les ailes. Il préfère tenter un énième fadeaway extrêmement compliqué, extrêmement forcé et stop des Cavs. Séquence placée à venir pour les Raptors complètement hallucinante avec un Ibaka qui est complètement perdu. Vraisemblablement les Raptors voulaient faire Horns, mais Ibaka pense qu'il doit venir poser un écran sur un DeRozan qui va jaillir. Finalement vient poser un écran sur Joseph qui est complètement exaspéré parce que tout ce qui est en train de se passer ne correspond en rien avec ce qui avait été dessiné. Au final, on a une séquence où Joseph prend un écran de Tucker, très bien contesté par la défense de Cleveland. Dans la continuité, il va attaquer le cercle, retrouve Tucker, mais très bonne intervention de Korver. N'oubliez jamais que Kyle Korver est connu pour ses tirs à 3 points, mais qu'au-delà de ça, c'est un excellent défenseur, notamment dans l'aide et le QI défensif collectif. Nouvelle séquence hallucinante où Ibaka va sembler complètement perdu. Ici, Joseph lui indique qu'il doit venir poser un écran sur lui en ayant au préalable fait une feinte, c'est ce qu'il montre ici en faisant un tipping, en faisant une feinte de partir au ballon. Résultat, Ibaka est mal placé, son écran est beaucoup trop haut, dans l'optique où Joseph va jaillir comme ça pour se présenter au ballon, il devrait avoir posé son écran sous un angle beaucoup plus bas, pour empêcher le défenseur de pouvoir sauter l'écran. Ici, Williams peut parfaitement venir contester le drive de Joseph, mais c'est pas très grave, parce que Joseph est ici un leurre. L'idée, c'est qu'à l'opposé, il y a un double écran sur DeRozan qui puisse venir jaillir côté ballon. Mais les écrans vont être une nouvelle fois posés d'une manière trop légère. Résultat, gros cafouillage. James peut alors jaillir en comprenant que ça va venir dans les mains de DeRozan et contester la passe, et les arbitres sifflent une violation des 5 secondes, violation qui est très sévère parce que j'ai bien regardé, il ne s'est déroulé que 4 secondes dans cette situation de remise en jeu. Toujours est-il que Cleveland repart encore avec un stop défensif. Montée de balle Cleveland, démarquage de Korver, on va aller retrouver LeBron James au niveau du poste bas. Après sa passe, Korver va couper vers le cercle et bénéficier d'un écran de Thompson. Voyez que Joseph a très bien suivi Korver, qui n'est pas décalé, donc Ibaka n'a pas besoin d'être en contestation du tireur. C'est pourtant ce qu'il fait ici, en laissant Thompson tout seul. DeRozan est en retard dans la rotation défensive. On retrouve l'intérieur de Cleveland qui provoque la faute et aura de lancer. Attaque placée, Toronto. On retrouve cette petite séquence en weaves. L'écran haut de Ibaka. Derrière, on a changé côté Cavs en défense, donc DeRozan face à Tristan Thompson, il essaye de le jouer en vitesse pour attaquer le cercle, bon choix, mais une nouvelle fois cette défense de Cleveland vient verrouiller la raquette, s'écrouler sur DeRozan qui transfère bien à un joueur tout seul. Derrière côté Raptors, on va multiplier les séquences de fixation vers le cercle, on trouve Joseph tout seul à 3 points dans le corner, mais c'est manqué. Rebond défensif pour Cleveland, montée de balle de LeBron James, et on va mettre en place une petite séquence en isolation à partir du poste de l'ailier, descente de balle dos au panier, et regardez, James va marcher 1, 2 et 3 pas. Les arbitres ne sifflent pas le marché, mais voient la faute et les Cavs ont de lancer. Les Raptors sont à -12, double écran sur DeRozan. Les Cavs changent en défense et on va retrouver une séquence où on a DeRozan face à Thompson et on va retrouver cette surcharge de la raquette de la défense de Cleveland, et c'est exactement ce que je vous disais dans ma vidéo preview. Il n'y a rien de plus facile pour contrer une attaque statique comme celle des Raptors que de surcharger la raquette. À l'opposé du ballon, il ne se passe rien, il n'y a eu aucune passe. DeRozan a eu le ballon en main sur toute cette possession. Il tente un tir extrêmement forcé, extrêmement compliqué, et nouveau stop pour Cleveland. Dans la continuité, on retrouve cette séquence en transition des Cavs, isolation pour James qui invite ses coéquipiers à ne pas lui poser d'écran, il préfère le jouer en 1 contre 1 face à Ibaka, step back à 3 points, et ça fait ficelle. Pas de doute, le Hero Ball Mode is engaged. Nouvelle possession pour les Raptors et nouvelle séquence complètement gâchée en attaque.
avec des mauvais écrans, aucun mouvement, pas de passe décisive et une possession qui termine par un 1 contre 1, un tir à mi-distance forcé et un nouveau stop pour la défense de Cleveland. À l'opposé, on retrouve une situation où James attaque sur Ibaka, faute de l'intérieur des Raptors. Les Cavs sont dans le bonus et James mettra 2 lancers francs. Montée de balle Raptors, 17 points d'écart et nouvelle attaque placée où côté Toronto, eh bien, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On voit Powell qui lève les bras au ciel, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas où il doit se trouver sur le terrain. On va finalement servir Ibaka au poste bas qui attaque en 1 contre 1, mais excellente aide de Thompson qui contre l'intérieur de Toronto. Derrière, on va aller resservir LeBron James. Écran haut sur lui. On ne change pas à côté Raptors. C'est bien. James attaque dans l'intervalle et va retrouver Thompson pour le alley-oop. L'écart passe maintenant à 19 points et le match est plié. Ces 5 minutes de match que je viens de vous montrer sont extrêmement intéressantes parce qu'elles résument à elles seules tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo preview de la série. On a vu une attaque des Raptors beaucoup trop statique, beaucoup trop basée sur le 1 contre 1 avec très peu de passes, très peu de mouvements et en face une défense de Cleveland qui a très bien joué le coup, qui a très bien surcharger la raquette en neutralisant toutes les tentatives de drive et en obligeant cette équipe de Toronto à tenter des tirs à mi-distance compliqués. A contrario, on a revu ce 5 de Cleveland, le 5 avec pour moi le plus haut QI basket de l'équipe une nouvelle fois faire des miracles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé côté Cleveland un 5 sur le terrain sans Irving, sans Kevin Love qui sont restés sur le banc dans le 4e quart-temps. Et bien ce 5 là sans 3 titulaires, même si on inclut J.R. Smith, et bien c'est ce 5 là qui a réussi à faire la différence. C'est très impressionnant côté Cavs. Très clairement, on a maintenant un niveau côté Cleveland qui est intéressant avec une montée en régime de tous les joueurs de l'effectif et des nouvelles acquisitions comme Deron Williams, comme Kyle Korver qui commencent vraiment à bien comprendre leur rôle et à apporter énormément en sortie de banc. Côté Raptors, une nouvelle déception arrive à grands pas en playoffs, ça va sans doute sceller le sort de Dwayne Casey. Plus généralement, on a été témoin de toute la faillite du dispositif des Raptors à l'image des 2 joueurs vedettes de l'équipe, DeRozan et Lowry, 24 et 22,9 de PER en saison régulière et seulement 15-3 et 16-1 en playoff. Pire, on a un DeRozan qui, quand vous regardez les stats avancées, a un box score plus-minus négatif à moins 2.2 et un value over replacement à 0. Ça veut dire que côté Raptors, quand DeRozan a été sur le terrain durant ces playoffs, eh bien l'équipe a moins bien tourné que quand il était sur le banc. La faute, elle est connue. C'est cette attaque des Raptors beaucoup trop statique, beaucoup trop caricaturale, beaucoup trop pauvre en mouvement, qui suffit en saison régulière, mais qui montre toutes ses limites en play-off. Merci de votre fidélité, je vous souhaite un très bon match à tous.